Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment les incompatibilités des théories physiques auront été un moteur dans l'évolution des idées. Dans cette vidéo, il y aura trois incompatibilités. La première sera entre la relativité de Galilée et l'électromagnétisme de Maxwell. La deuxième entre la relativité restreinte d'Einstein et la gravitation newtonienne. Et la dernière sera entre la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique de Bohr, Schrödinger, Heisenberg et comparses. Commençons entre le conflit entre la relativité de Galilée et l'électromagnétisme. Tout d'abord, la relativité de Galilée est une théorie voulant répondre à la question: si je vois le monde d'une certaine manière, alors comment le monde est perçu par mon voisin qui avance à vitesse constante par rapport à moi? Une hypothèse pour répondre à cette question est que les lois de la physique sont supposées invariantes par ce changement de perspective. Elles sont les mêmes pour tous. De plus, la relativité de Galilée fait l'hypothèse complètement naturelle que le temps se mesure de manière identique par rapport à moi ou mon voisin. Cela signifie que si je synchronise ma montre avec une personne et que nous partons chacun de notre côté, à notre retour, nos montres seront toujours synchronisées. En faisant cette hypothèse naturelle et en voulant que mes transformations soient mathématiquement utilisables, pour les matheux que mon ensemble de transformations forme un groupe, alors il existe une unique manière de transformer le système de coordonnées avec la formule au tableau. Une manière équivalente est plus facile à se représenter est que si je suis au sol et qu'il y a une personne qui marche dans un train, alors la vitesse entre moi et mon voisin sera la somme de la vitesse du train par rapport à moi et celle de mon voisin par rapport au train. C'est l'additivité des vitesses, ce qui est encore une fois extrêmement naturel. Maintenant, nous pourrons parler de l'électromagnétisme. Sans entrer dans les détails, l'électromagnétisme est régi par quatre formules sur le champ électrique et le champ d'induction magnétique, qui sont les lois de Maxwell que je vous ai écrites dans le vide. En combinant ces formules, on peut trouver deux équations d'onde. Dans ces formules d'équations d'onde, il apparaît une vitesse de la lumière que l'on peut calculer être c est égal à 1 divisé par racine carrée de epsilon 0 mu 0. Or, epsilon 0 et mu 0 sont des constantes liées au vide. Le vide étant le même pour moi et mon voisin qui se déplace à vitesse constante. Cela implique que ces deux constantes ne changent pas par changement de coordonnées, et par conséquent la vitesse de la lumière dans le vide, qui ne dépend que de ces deux constantes, est aussi une constante du mouvement. Je vous ai maintenant tout dit pour comprendre en quoi la relativité de Galilée est incohérente avec l'électromagnétisme. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Eh bien c'est très simple. On a dit qu'avec la relativité de Galilée, les vitesses s'additionnent, et qu'en électromagnétisme, la vitesse de la lumière dans le vide est une constante. Or, imaginons que je sois au sol et que mon voisin au repos dans son train envoie un rayon lumineux. D'après l'électromagnétisme, la vitesse de ce rayon lumineux est le même pour moi et pour mon voisin. Mais d'après la relativité de Galilée, il y a une différence entre la vitesse de ce rayon lumineux pour moi et pour mon voisin correspondant à la vitesse du train, car les vitesses s'additionnent. Les deux résultats sont contradictoires, ce qui implique qu'au moins une des deux théories est fausse dans ce contexte. C'est une incompatibilité. L'électromagnétisme, faisant des prédictions remarquables et impensables avant la théorie, il semble préférable de modifier d'abord la relativité de Galilée. Or, nous avons dit que pour construire cette théorie, il suffisait d'imposer que le temps soit universel, c'est-à-dire qu'il s'écoule de la même manière pour tous. Si on enlève cette hypothèse, alors en toute généralité, la transformation de coordonnées fait apparaître une constante de dimension une vitesse, qui est donc la même pour tout le monde. Pour être en adéquation avec l'électromagnétisme, il suffit de supposer que cette constante est la vitesse de la lumière dans le vide. Cette nouvelle théorie correspond à la relativité restreinte. Pour retrouver la relativité de Galilée, il faut mettre la vitesse de la lumière à l'infini. Nous sommes donc ravis parce que nous avons éradiqué une incohérence de la physique. Cependant, en le faisant, une autre incohérence vient d'apparaître. Elle se situe entre la relativité restreinte et la gravitation newtonienne. Pour le comprendre, on va faire une expérience de pensée pour montrer que ces deux théories sont incohérentes entre elles. Pour ce faire, supposons que l'on ait une particule de masse m au repos, c'est-à-dire sans vitesse par rapport à la Terre. En relativité restreinte, son énergie correspond à la somme de son énergie de masse, mc², et de son énergie cinétique, qui est nulle car la vitesse est nulle. D'après la mécanique newtonienne, cette particule doit tomber dans ce champ gravitationnel. Supposons qu'elle tombe d'une longueur L. En le faisant, elle aura transformé une énergie potentielle valant mgl en une énergie cinétique de la même quantité par conservation de l'énergie. Supposons que cette particule se transforme en plusieurs photons. Par conservation de l'énergie, la somme des énergies des photons est donc mc² plus mgl. Supposons que par des effets de miroir parfait, c'est-à-dire qu'ils ne font pas perdre d'énergie aux photons, ils remontent tous de la même longueur L au point de départ. On pourrait penser que ces photons gagnent de l'énergie potentielle gravitationnelle,
car ils sont plus hauts et donc perdraient de l'énergie cinétique. Mais ce n'est pas le cas car ils n'ont pas de masse, ce qui fait que dans la théorie de Newton, les photons ne perdent pas d'énergie car seuls les objets massifs subissent une accélération gravitationnelle. Et supposons qu'arrivés au point d'origine, les photons se retransforment en la particule de masse m. Par conservation de l'énergie de la particule sera la somme des énergies des photons, et donc mc² plus mgl. Ce qui est incohérent. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Ce n'est pas compliqué. On a une situation initiale et une situation finale où la particule se retrouve avec la même énergie potentielle de gravité, la même énergie de masse bien évidemment, mais pas la même énergie cinétique. Il n'y a pas eu conservation de l'énergie, qui est une conservation fondamentale aussi bien en relativité restreinte qu'en gravitation newtonienne. Ce qui fait que ces deux théories sont incohérentes entre elles. Mais dans la mesure où nous avons construit la relativité restreinte pour être cohérente avec l'électromagnétisme, il semble préférable de d'abord chercher une théorie de la gravitation cohérente avec la relativité restreinte pour ne pas devoir remettre aussi en question l'électromagnétisme. La manière la plus simple et élégante de le faire est de généraliser la relativité restreinte sur des espaces-temps courbes, ce qui forme la relativité générale, où la courbure explique les effets gravitationnels. Nous sommes donc émerveillés parce que nous avons éradiqué une nouvelle incohérence dans la physique. Cependant, en le faisant, une autre incohérence vient d'apparaître. Elle se situe entre la relativité générale et la mécanique quantique. La relativité générale est une théorie déterministe qui traite de situations à grande échelle ou avec des énergies colossales, alors que la mécanique quantique est une théorie probabiliste qui traite de situations à petite échelle ou avec des énergies généralement faibles. Parfois, on s'arrête là pour dire que la mécanique quantique est incompatible avec la relativité générale, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir que la mécanique quantique est déjà incohérente avec la relativité restreinte par rapport à l'équation de Schrödinger qui ne respecte pas les symétries relativistes. A fortiori, la mécanique quantique ne peut pas être compatible avec la relativité générale. Pour régler ce problème, on peut construire des équations quantiques compatibles avec la relativité restreinte, ce qui donne la théorie quantique des champs. Et on aimerait que la théorie quantique des champs soit compatible avec la relativité générale, et vous attendez à que je vous dise que non, mais ce n'est pas si simple. En un sens, ces deux théories sont compatibles puisqu'il est parfaitement possible de faire de la théorie quantique des champs sur espace courbe. Le problème intervient lorsque l'on essaye d'étudier un espace-temps courbe suivant une dynamique quantique. Dans le cas classique, l'équation qui régit l'équation de la métrique, c'est-à-dire l'objet géométrique qui décrit les distances et donc la dynamique de l'espace-temps courbe, est l'équation d'Einstein. On peut écrire cette équation dans un formalisme plus général pour retrouver cette équation et avoir le même formalisme que la théorie quantique des champs, ce qui définit ce que l'on appelle une action, mais les détails ne sont pas importants ici. Avec cette action, il est possible d'appliquer les outils de la théorie quantique des champs, mais en le faisant, il y a un problème. En théorie quantique des champs, il y a des infinis qui apparaissent et il existe une procédure appelée renormalisation permettant de les supprimer un par un en ajoutant un paramètre à mesurer. Le problème avec la quantification de la relativité générale est qu'il y a une infinité de paramètres à mesurer, ce qui est expérimentalement impossible, et donc cette théorie de relativité générale quantique est incapable de faire des prédictions. Ce n'est pas une théorie physique acceptable. On pourrait dire que ce n'est pas très grave que la mécanique quantique et la relativité générale soient incompatibles, car ils ne traitent pas des mêmes objets, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, les trous noirs sont des points matériels en relativité générale, ce sont donc des objets minuscules et extrêmement massifs. Leur côté massif fait qu'il faut utiliser la relativité générale, et leur côté minuscule fait qu'il faut utiliser la mécanique quantique pour en parler. De la même manière, ce qui semble être les premiers instants de l'univers pour la relativité générale correspond à un moment petit et extrêmement énergétique, et donc demandant à la fois la mécanique quantique et la relativité générale. Par conséquent, il existe des situations où il faut faire de la gravité quantique. De plus, l'équation d'Einstein fait un lien entre la matière et la géométrie. Or, la matière est quantique, donc on s'attend à ce que la géométrie aussi soit quantique à petite échelle. Aujourd'hui, une théorie consensuelle de la gravité quantique nous fait défaut. Il y a des propositions comme la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle, la géométrie non commutative et bien d'autres que je ne connais pas, mais aucune suffisamment mature pour s'imposer. Pour conclure, on voit que les incompatibilités des théories entre elles permettent de déceler des problèmes qui, pour être résolus, amènent des théories plus fondamentales. Souvent on dit que c'est le désir d'unification qui anime les physiciens. Cependant, les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui ne sont pas uniquement des souhaits esthétiques de chercher une théorie du tout, mais surtout des souhaits de rendre les différentes disciplines cohérentes entre elles, sachant que je ne nie pas l'apport de l'unification pour améliorer notre vision du monde. La gravitation newtonienne a par exemple permis d'unifier les mouvements sur Terre avec les mouvements des astres, et l'électromagnétisme a permis d'unifier les phénomènes électriques, les phénomènes magnétiques et les phénomènes optiques, c'est-à-dire en rapport avec la lumière.
Avant de finir, je vais vous faire la liste des théories fondamentales de la physique pour que vous ayez les idées claires pour savoir quelles théories sont compatibles avec quelles théories. Je vais parler des compatibilités des différentes théories par rapport à la relativité générale et la théorie quantique des champs. Tout d'abord, la relativité restreinte est compatible avec les deux. De plus, l'électromagnétisme aussi est compatible avec les deux. Et additionnellement, la thermodynamique est compatible avec les deux grâce à la formulation par la physique statistique qui est une conséquence de la mécanique quantique. Donc bien qu'aujourd'hui la relativité générale et la théorie quantique des champs sont incompatibles à cause des effets de la mécanique quantique, les trois autres théories fondamentales de la physique sont compatibles entre elles, ce qui est remarquable me semble-t-il. Et on voit que bien que la thermodynamique et l'électromagnétisme ne sont pas unifiées, elles sont compatibles, ce qui montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une théorie du tout unifiée pour avoir une physique globalement cohérente. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir.